Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de la série de nos émissions que nous consacrons aux femmes exceptionnelles avec aujourd'hui la grande exploratrice Alexandra David-Néel. On connaît cette dernière comme une aventurière pionnière. N'oublions pas qu'elle fut la première occidentale à entrer en 1924 dans Lhasa, la capitale du Tibet, jusqu'alors interdite aux étrangers. Mais on sait moins qu'elle fut également cantatrice, journaliste ou encore féministe engagée. Ce sont sur ces aspects de sa personnalité, moins connus, que je vous propose donc de nous arrêter aujourd'hui. Quelle a été son enfance? Comment s'est déroulée sa jeunesse? Comment pourrait-on définir son caractère, très particulier? C'est ce que nous allons découvrir dès à présent avec notre invitée. Jeanne Mascolo de Philippi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes passionnée de voyage, diplômée de langues orientales, membre de la Société des explorateurs français. Vous réalisez des documentaires pour la télévision depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, vous avez notamment réalisé celui sur Alexandra David-Néel, intitulé « Du Sikkim au Tibet interdit ». Et vous lui avez également consacré un très beau livre intitulé « Alexandra David-Néel, 100 ans d'aventure », publié aux éditions Paulsen. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors tout d'abord, Jeanne Mascolo, d'où vous vient cette passion pour Alexandra David-Néel? Pourquoi avoir fait ce documentaire, puis ce livre? J'ai envie de dire, le hasard m'a amené à visiter et découvrir l'Himalaya, mais Alexandra David-Néel, elle dirait qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est au retour d'un voyage que j'ai fait personnel en Asie, qui m'a porté jusqu'en Inde, que j'ai eu l'occasion de découvrir la culture tibétaine et surtout de devenir accompagnatrice de voyage au moment où les voyages organisés se développaient dans cette région. Et j'ai pendant 10 ans pérégriné comme Alexandra, pas tout à fait dans les mêmes endroits, mais de l'ouest en est de l'Himalaya, à travers le Ladakh, le Zanskar, le Tibet, le Népal, les camps de base de l'Everest. Et donc, j'ai vraiment découvert un peuple, des paysages, une contrée qui m'a transportée, tout comme elle. C'est un point commun que j'ai avec elle. Alors revenons à la vie, si vous voulez bien, d'Alexandra David-Néel, en commençant bien évidemment par son enfance. Alors, quelle petite fille était-elle ? Son père est un militant républicain qui a participé à la révolution de 1848 et qui donc s'est retrouvé proscrit. De Paris, il est parti en Belgique. Il a rencontré son épouse là. Et lors de l'amnistie, il est rentré en France. Et là, Alexandra est née. Donc, elle est née chez un couple qui était déjà âgé et qui s'ennuyait. Et elle, très tôt, elle a connu une enfance un petit peu triste. Et elle a eu assez vite conscience de la nature humaine, dit-elle, lorsque son père, en 1871, à la fin de la semaine sanglante qui a terminé la Commune de Paris, l'a emmenée sur le mur des Fédérés pour se rendre compte de la méchanceté des hommes. Mmh. Et Alexandra aime à dire que c'est là que s'est forgé son caractère extrêmement individualiste et solitaire, avec une espèce de mélancolie sur la nature humaine. Mmh. Alors, ce qu'on perçoit aussi, c'est que très tôt, elle a eu cette quête de sens et elle découvre très jeune les textes philosophiques. Elle aime à dire qu'elle a eu une exaltation mystique au pensionnat et qu'elle a pris conscience de l'importance des religions dans le monde pour mieux comprendre sa place dans le monde et pour mieux essayer de déterminer le sens de tout cela. Et donc, elle a très vite envie de lire et elle découvre la Bible, elle découvre l'Ecclésiaste, elle découvre les philosophes stoïciens et elle les prend pour livre de chevet. Et très tôt, elle s'intéresse à comment acquérir une espèce de quête de bonheur intérieur en comprenant que cela vient de sa propre détermination et de soi. C'est assez étonnant quand on sait qu'après, elle va devenir cantatrice. Oui. À l'âge de 18 ans, quand ses parents lui demandent de réfléchir à son avenir et qu'elle ne souhaite pas être une mère au foyer ni reprendre la boutique de sa mère, elle réfléchit. Et le seul plaisir qu'elle a eu dans son enfance, c'est quand elle allait écouter les concerts, l'opéra avec ses parents. Et évidemment, comme elle a reçu la meilleure des éducations, elle a appris la musique. Donc, elle joue très bien du piano. Et elle arrive à convaincre son père, réticent au départ, de l'inscrire au conservatoire
royale de Bruxelles, d'où elle va sortir 3 ans plus tard avec un premier prix de chant théâtral. Elle a alors la volonté de gagner sa vie en devenant artiste lyrique. Donc en fait, ça va durer une dizaine d'années, je crois, cette vie de cantatrice. Et à un moment donné, elle va quand même faire une rencontre très importante, qui est celle avec le bouddhisme. Donc elle a 24 ans. Comment est-ce que ça se passe, Jeanne Mascolo ? Parallèlement à cette carrière de cantatrice qu'elle essaye de développer, elle s'intéresse toujours tout autant aux philosophies et elle a toujours ces questions existentielles et même tourmentées. Elle tient un carnet où elle a des pensées très tristes un petit peu sur la vie et aussi elle se convertit au protestantisme à 21 ans. Une amie de pensionnat l'invite à Londres parce que c'est à Londres que beaucoup de sociétés ésotériques, bouddhistes, philosophiques se sont épanouies. Il faut dire que les Britanniques qui gouvernent les Indes reviennent avec beaucoup de documents et de textes. Et à Londres, elle découvre dans les bibliothèques, entre autres celle du British Museum, des textes fondateurs et que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et là, pendant 1 an, elle va dévorer et approfondir tout ce qui fait pour elle la base d'une sagesse qu'elle ne trouve pas dans les philosophes qu'elle étudie ici en Europe. Et alors, elle décide donc de poursuivre cette quête en se rendant sur place. Et là, elle rencontre son premier maître en Inde. Dans quelles conditions est-elle partie ? Elle part, elle débarque à Ceylan. Et de Ceylan, son but, c'est de rencontrer les maîtres vivants. Et parce que, évidemment, les livres sont pleins de choses théoriques. Et elle veut expérimenter sur le terrain. Et elle sait qu'à la différence de la société occidentale où la philosophie est pour ainsi dire morte parce que les penseurs n'existent plus, en Orient, elle sait qu'on continue à transmettre de maître à disciple. Et c'est ce qu'elle veut expérimenter. Et alors, c'est ainsi qu'elle va rencontrer à Bénarès celui qu'elle considère comme son premier maître. Mais elle a aussi une vie personnelle, Alexandra, et elle rencontre également son mari à un moment donné. Comment ça se passe et quel genre de relation ont-ils tissé tous les deux ? Elle sent que sa carrière de soprano piétine un petit peu, mais elle accepte quand même encore un contrat de cantatrice à Tunis. Elle a 36 ans et elle a vraiment envie que ce métier de femme de lettres qu'elle aimerait, ce statut qu'elle aimerait obtenir, réussisse à se présenter. Et donc, quand Philippe Nel vient l'écouter, il est ingénieur des chemins de fer à Tunis, et que lui-même est très admiratif de la personnalité d'Alexandra, et que lui a envie aussi de mettre une petite pause dans sa vie de célibataire endurci, tous les deux ont un peu par défi et provocation l'envie d'essayer de vivre ensemble. Évidemment, c'est un couple complètement improbable. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Et ils ne resteront que quelques mois par an ensemble parce qu'Alexandra continue à voyager à travers l'Europe pour mener à bien ses recherches. Mais au moins, elle obtient à travers ce mariage ce statut de femme de lettres positionnée dans la société qui va lui permettre, quelques années plus tard, de préparer ce grand voyage qu'elle va faire vers sa quête spirituelle et les origines du bouddhisme. Alors justement, ce grand voyage est marqué par 2 événements déterminants. C'est la rencontre avec le Dalai Lama, mais aussi son initiation avec le maître tantrique. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ces 2 moments très importants de sa vie ? Quand elle part, elle quitte son mari en pensant qu'elle va partir pour 2 ans jusqu'au Japon pour découvrir les origines du bouddhisme. Et c'est au fil du temps qu'elle se laisse porter et elle apprend. Elle a toujours été journaliste dans l'âme. Elle a participé à un journal féministe, La Fronde, juste avant de partir. Et elle apprend la présence en exil du 13e Dalai Lama, le pape des Tibétains. Et elle décide d'être la première occidentale à être reçue en audience. Et donc, elle se fait faire des lettres de recommandation et elle va le rencontrer. Et elle va se présenter comme une des premières bouddhistes de Paris. Et à ce moment-là, le 13e Dalai Lama, qui est impressionné par ses connaissances et les questions qu'elle pose, lui suggère qu'elle apprenne le tibétain. Et elle prend ce conseil à la lettre et elle décide de rester dans cette région du Sikkim, où elle est arrivée, et de rencontrer les maîtres et les lettrés qui vont lui permettre
d'obtenir ce statut de tibétologue. Alors, je le disais, il y a aussi des voyages vraiment marqués par l'expérience, et notamment, effectivement, cette rencontre et cette retraite qu'elle va faire avec ce maître tantrique. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce moment très fort dans sa vie ? Oui, c'est un moment plus que fort, c'est un moment très fondateur. Elle est connue, donc, Alexandra, comme une spécialiste du bouddhisme tibétain. Et je dois dire que parmi les chercheurs et les aventuriers, les explorateurs qui sont venus dans ces régions, aucun ne va expérimenter à ce point ce qu'elle va faire. C'est-à-dire quand elle va rencontrer ce maître tantrique qui est réputé dans tout le pays pour avoir maîtrisé et être passé à un stade éveillée à force de longues retraites, ce maître va rencontrer en elle une passeuse. Il va estimer qu'elle est capable, à travers les questions qu'elle lui pose, certainement de transmettre certains de ses enseignements aux Occidentaux. Et donc il l'accepte comme disciple, mais il pose comme condition qu'elle reste plus de 2 ans à ses côtés, dans un ermitage juste en dessous de celui où lui-même réside. Et c'est dans cet ermitage qu'elle va approfondir toutes les pratiques et les rituels que ce maître va bien vouloir lui dévoiler au fur et à mesure. Alors, cette émission est malheureusement trop courte pour évoquer tous les aspects de la vie d'Alexandra, féministe, anarchiste, mais aussi maman, puisqu'elle a adopté son fils, si on peut en dire 2 mots. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi, Jeanne Mascolo, quel est son héritage aujourd'hui ? Oui, alors ce que l'on peut dire, c'est que si elle a réussi cet exploit de rentrer dans Lhasa, c'est parce qu'elle a été accompagnée par ce jeune Apo Yongden et qu'elle a pu, sous ce déguisement de la vieille mère que le fils accompagne en pèlerinage jusqu'à Lhasa, et c'est une véritable osmose, c'est un lien très particulier. Elle n'est pas une mère, elle ne fait rien comme les autres, Alexandra. Et là, elle a rien fait non plus comme les autres. Elle a réussi ce lien incroyable avec Yongden qu'elle va finalement adopter, qui va rester avec elle, parce que lui-même décide qu'elle est son maître. Et il va rentrer avec elle en Europe, elle va l'adopter. Et ils vont surtout continuer à pérégriner et à travailler ensemble et à écrire ensemble. L'héritage que nous laisse Alexandra, il est double. Il est à la fois son œuvre, très importante, une correspondance incroyable, vraiment un monument littéraire, de nombreux ouvrages toujours d'actualité aujourd'hui, mais c'est aussi une source d'inspiration, je trouve, parce qu'elle est extrêmement moderne et contemporaine dans sa manière de traverser différentes identités, de prendre à bras-le-corps les passions qui l'ont habitée et d'aller jusqu'au fond avec détermination. Détermination, oui. C'est le mot qui la caractérise finalement. Merci beaucoup de nous avoir emmenés vraiment avec autant de passion sur les pas de cette femme passionnante, justement. Merci beaucoup, Jeanne Mascolo. Merci à vous. Et pour aller plus loin dans la découverte de cette femme extraordinaire, je le disais, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, de notre invitée, l'excellent livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Alexandra Davinéel, 100 ans d'aventure aux éditions Paulsen. Vous retrouverez le portrait de l'exploratrice que Jeanne Mascolo a patiemment reconstitué au fil de ses voyages sur les pas de celle-ci. Le tout illustré par de nombreux documents personnels et inédits, ainsi que par des photographies de l'époque. 2 livres d'Alexandra Davinéel, avec tout d'abord Voyage d'une Parisienne à Lhasa, édité chez Pocket. En 1924, pour la première fois, nous l'avons vu, une femme étrangère réussit à entrer dans Lhasa, la capitale interdite du Tibet. Ainsi que Journal de voyage, d'août 1904 à décembre 1917, chez Pocket également. C'est ainsi que s'achève notre série consacrée aux femmes. Vous pouvez revoir cette émission pendant 1 mois sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.